Chers auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir et bienvenue. À la barre de cette émission, j'allais dire Eugène Crampon, mais non, c'est Gérard Vaudan. Eugène Crampon est cependant avec moi. Bonsoir Eugène. Bonsoir Gérard. Alors chers auditeurs, ce soir nous recevons dans nos locaux Pierre Vial. Bonsoir Pierre Vial. Bonsoir à vous. Alors nous recevons Pierre Vial en tant que président de l'association culturelle Terre et Peuple. Avec lui, nous allons développer un certain nombre de choses et nous allons commencer notamment par les raisons de l'annulation de la fameuse table ronde de Terre et Peuple qui était initialement prévue. Rappelez-moi la date, Eugène. Le 13 novembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, le 13 novembre. Nous parlerons également et nous évoquerons avec Pierre Vial ensuite son parcours militant qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Et nous aborderons bien entendu et nous évoquerons bien entendu la grande aventure de Terre et Peuple. Et chers auditeurs, sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon ami Eugène Crampon qui voudrait nous dire deux choses, je crois. La première sur le mois de novembre, qui est cher à nos mémoires, et ensuite nous présenter, Eugène, Pierre Vial. Oui. Alors, sur le mois de novembre, c'est un mois d'anniversaire heureux. D'abord, c'est la chute du mur de Berlin et donc, dans la suite, la fin du communisme, dont nous nous sommes tous réjouis. Autre belle réjouissance, c'est la mort du général de Gaulle, à bon entendeur, salut. La grande Zora. Oui, comme le disaient nos pères. Et puis, un anniversaire plus douloureux à nos mémoires, le 11 novembre. Le 11 novembre, je voudrais ce soir que, nous ne sommes pas le 11 novembre, mais que nous ayons une pensée, tout de même pour nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères qui se sont tant battus. 1 350 000 morts, des millions de mutilés. Regardez les monuments aux morts de tous nos villages. Verdun, le chemin des Dames, la Marne, la Champagne, l'Artois, les Dardanelles, etc. Partout, nos grands-pères se sont montrés vaillants. C'est toute une race gauloise qui a disparu. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour eux parce que si la raison de notre combat, c'est aussi d'honorer leur mémoire, de jamais les oublier. Je crois que Pierre Vial, un de vos grands-pères, a trôné longtemps en photo dans votre bureau, dans sa tenue de poilu. Ah, il y est toujours, parce que j'aurais bien voulu le connaître. C'était mon grand-père paternel, mais comme il est mort en 14-18, eh bien, je ne le connais que par ses photos. Bien. Eugène, écoutez, merci pour ce mot. Une présentation de notre invité pour nos auditeurs ? Oui, alors, Pierre Vial, on va dire que c'est un vieil ami. C'est un homme qui compte beaucoup, évidemment, pour ceux qui se reconnaissent dans le militantisme identitaire révolutionnaire européen. C'est un homme qui a beaucoup compté aussi pour ma génération de militants, tous ceux qui ont eu 18 ans, 20 ans à la fin des années 80, au début des années 90. Tout bonnement parce qu'à l'époque, nous étions de jeunes étudiants au sein d'une association qui s'appelait le Renouveau étudiant. Et je me souviens de notre premier congrès qui avait lieu à Valence, dans la Drôme, et nous avions invité Pierre. À l'époque, on le connaissait assez peu encore. Et lorsqu'il est monté à la tribune, il nous a dit quelque chose que nous n'avons jamais oublié. Il nous a dit « Le nationalisme ne peut qu'être révolutionnaire où il n'est pas ». Évidemment, il nous avait dit en plus, les enfants, il faudrait que vous appreniez à lire des choses comme Proudhon, comme Sorel, comme Vacher de la Pouge. On s'est dit, oh là, cet homme-là, il faut qu'on en fasse notre président d'honneur. Avec lui, on va quitter un peu les rivages traditionnels du nationalisme de papa pour aborder des grandes eaux. Et depuis ces grandes eaux, eh bien, nous ne les avons jamais quittées à ses côtés. Donc c'est un homme qui a beaucoup compté pour nous. Et je suis très fier qu'il soit à notre micro ce soir. Eh bien, merci mon cher Eugène. Moi, je suis très fier d'avoir des rejetons, si je puis dire, de votre qualité, les camarades. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La table ronde de Terre et Peuple, initialement prévue, je ne me mets pas la date dans la tête, 13 novembre, le 13 novembre, voilà, annulée, vous allez nous expliquer, Pierre Vial, pourquoi, et elle est reportée au 4 décembre. Donc, chers amis, d'ores et déjà, nous vous annonçons le 4 décembre pour la table ronde de Terre et Peuple qui se tiendra à Rungis. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Première question, Pierre Vial, quelles sont les raisons de cette annulation ?
Lorsque le propriétaire de Villepreux, puisque depuis plusieurs années nous allions dans ce domaine de Villepreux qui était tout à fait sympathique à tout point de vue, lorsqu'il m'a téléphoné, il avait l'air bien ennuyé, le pauvre homme, pour me dire qu'il ne pouvait plus nous recevoir le 13 novembre. Sur le moment, je n'avais pas fait très attention, mais dans un premier temps, nous avions programmé cette table ronde le 6 novembre. Et après que nous avions conclu un accord avec le propriétaire de Villepreux, chaque année, ça se passait sans problème. Ça faisait combien d'années, là? Combien d'années à Villepreux? Je ne voudrais pas dire de bêtises. Pas loin d'une dizaine d'années, non? Peut-être pas tout à fait, mais facilement 6 ou 7 ans. D'accord. Oui, oui. Et ça, c'était toujours... Sans problème aucun. Sans problème aucun. Bon. Et donc, cette année, on avait programmé ça le 6 novembre. Et puis, peu après qu'on soit tombé d'accord sur cette date, le propriétaire m'avait téléphoné en me disant, voilà, écoutez, si ça vous ennuie pas, je voudrais reporter à une autre date parce que j'ai un de mes gros clients, en l'occurrence Porsche, qui veut organiser une journée d'entreprise à Villepreux, et comme c'est un gros client, je peux difficilement lui refuser. Bon, moi, je dis, bah évidemment, oui, nous on peut se décaler. Je comprends très bien que Porsche vous apporte une manne financière que ne risque pas de vous apporter Terre et Peuple. Je dois dire d'ailleurs au passage, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, que le propriétaire de Villepreux nous avait fait toujours des conditions financières plus qu'amicales. Sinon, on n'aurait pas pu, évidemment, tenir nos tables rondes là-bas. Je connais les chiffres de location du domaine à des grosses entreprises qui s'y réunissent. C'est sans commune mesure avec nos petits moyens. Bref, donc j'avais dit de banco, on reporte ça au 13 novembre. Bon. Ça avait créé un petit pataquès parce que dans un premier temps, je ne sais pas si Eugène s'en souvient, mais il avait eu la gentillesse d'en réfléchir et agir, d'annoncer cette table ronde à la date du 6 novembre. Bon, ensuite, il a fallu l'annoncer à la date du 13. Bah, disons que ça fait un paquet d'étiquettes qu'on met sur le dos de réfléchir et agir, là, parce qu'on est passé du 6 au 13, et de Terre au Peuple, et finalement on a fini avec l'étiquette annulée. Oui, alors bon... Et lorsqu'il m'annonce qu'il ne peut plus nous recevoir, évidemment, je m'étonne parce que je lui demande les raisons, tout simplement. Et il a l'air très, très, très ennuyé pour finalement lâcher que des gens sont venus le voir pour lui dire qu'il valait mieux. S'il voulait conserver de très gros clients qui lui permettent de faire fonctionner son entreprise, de ne plus recevoir Terre et Peuple. Alors, bien entendu, je lui ai demandé des précisions sur les gens en question qui étaient venus le voir, qui sont ces gens. Il ne m'a dit, oh, c'est des gens. Bon, moi, j'aime bien savoir, donc je me suis renseigné quand même, pas auprès de lui, mais indirectement. Et j'ai appris que les gens en question appartenaient à un peuple qui, paraît-il, se dit élu. Cette communauté bien connue. C'est-à-dire qu'elle est surtout, enfin, c'est très en rapport avec le thème, parce qu'on n'a pas évoqué pour nos auditeurs le thème qui était développé lors de cette table ronde, et qui sera d'ailleurs développé lors de cette table ronde. Bien sûr, on maintient, c'est lobby et groupe de pression en France. En fait, c'était un cas d'école, là. On est passé de la théorie à la pratique rapidement. Voilà. Et puis, comme on avait illustré l'annonce de cette table ronde avec une photographie de M. Sarkozy intervenant à la tribune de la réunion annuelle du CRIF, c'était assez explicite comme message, quoi. Enfin, le CRIF, vous parlez pas du Conseil régional Île-de-France? Non, une autre institution qui doit s'appeler quelque chose comme le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et précisément, Pierre Vial, est-ce que choisir une thématique comme ça à 8 mois des présidentielles, c'était pas jouer avec le feu? Alors, certains amis m'ont dit, oui, tu cherches les ennuis. Moi, je me suis dit que tant qu'à faire, autant dans une table ronde parler de choses intéressantes, importantes. J'aurais pu proposer évidemment le développement de la culture des petits pois en Basse-Bretagne. Attention, faut pas plaisanter avec ça non plus quand même. Je veux dire, c'est extrêmement important les petits pois en Basse-Bretagne. C'est très important, au point de vue écologique en particulier. Mais peut-être que ça aurait moins attiré le monde que les lobbies et les groupes de pression. C'est pas impossible, effectivement. Et puis, à tort ou à raison, je me dis qu'il y a des choses dont il faut parler. Alors, des sujets qui peuvent être considérés comme
tabou, la preuve. Hein, il faut pas en parler. Et donc les gens qui ont voulu empêcher notre table ronde considèrent qu'il ne faut pas parler des lobbies et groupes de pression en France. Et puis d'ailleurs, disent-ils, il n'y a pas de lobby, ça n'existe pas. La preuve. La preuve, évidemment. Alors ça doit être un lobby martien qui est intervenu pour annuler notre table ronde. Bon, peu importe, j'ai bien compati au malheur, parce qu'ils ont quand même été très clairs, les gens en question, en disant au propriétaire de Villepreux, écoutez, bref, vous êtes quelqu'un de très sympathique, on ne veut que votre bien, mais justement parce qu'on ne veut que votre bien, on vous conseille vraiment, vraiment de suivre nos conseils. Ne recevez plus Terre et Peuple. Sinon, vous aurez plein de soucis. Mais alors plein. Bon, tout le monde n'est pas un héros, et donc le propriétaire de Villepreux a calé et nous a dit gentiment qu'il voulait plus de nous. En tout cas, on le remercie de nous avoir accueillis pendant toutes ces années. Oui, non, mais moi, le pauvre, oui, pas à blâmer, hein. Il est dans une situation impossible, parce qu'il sait que vis-à-vis de nous, évidemment, c'est pas très élégant de nous avoir fait ce coup-là. En même temps, moi, c'est ce que je lui ai dit. J'essayais de me mettre à sa place, je comprenais sa situation. On veut pas la mort du pêcheur. Voilà, on va trouver une autre solution, et on a trouvé une autre solution, bien entendu. Alors, l'autre solution. Alors, juste avant, Eugène, excusez-moi, mais moi, je voulais dire que, très clairement, je crois qu'à un moment, Eugène, il faut qu'on s'engage. Je vous propose, étant donné que, bon, on l'a bien compris, hein, c'est Porsche qui est derrière tout ça. Moi, je le dis, Eugène Crampon et Gérard Vaudan n'achèteront plus jamais de Porsche, chers auditeurs. Ça, c'est un engagement ferme et définitif. Et nous nous y tiendrons. Et si à 50 ans on n'a pas une Rolex et une Porsche, c'est qu'on a raté notre vie. Et je pense que je l'ai raté sciemment. Ceci étant, Porsche est une maison plutôt sympathique, on va pas l'accabler. En plus, ils sont strictement pour rien dans tout ça, vraiment, les malheureux. Les pauvres, si je puis dire. Oui, enfin, bon. Allez, Eugène, à vous. Alors, précisément, Pierre Vial, puisque vous êtes un Gaulois teigneux et têtu, visiblement, vous avez rebondi, et on remet ça le 4 décembre, ailleurs. Voilà, on remet ça le 4 décembre à Rungis, à l'espace Jean Monnet, de façon à montrer qu'on ne va pas caler pour si peu, quoi. C'est à l'espace Jean Monnet, qui est donc rue du Sagittaire, à Rungis, à environ 300 mètres d'une station de RER, la station Rungis La Fraternelle. Donc même thème, même sujet. Et mêmes intervenants, mêmes orateurs. Alors, justement, qui ? Dites-nous tout, là. Lisez-nous tout ça. Pierre, allez-y, Pierre. Je leur suis très reconnaissant, d'ailleurs, parce que j'avais déjà modifié une première fois la date contraint et forcé, et ils s'étaient adaptés, et une deuxième fois, ils se sont adaptés, donc je les remercie très, très chaleureusement. Et puis aussi, je dois dire que ce sont des gens courageux, parce qu'ils savent que ça peut être pas forcément de tout repos que de venir à cette table ronde de Terre et Peuple. Donc les intervenants, c'est Anne Klein, qui a fait un livre sur la France licratisée. Donc évidemment on est au cœur sur le CRIF également, oui. Sur l'histoire du CRIF aussi. On est au cœur du sujet de la table ronde. Je pense qu'elle va d'ailleurs axer son intervention là-dessus. Emmanuel Ratier, qu'on ne présente plus, qui fait un travail remarquable avec Faits et Documents. Éric Delcroix, qui dans sa carrière professionnelle a été confronté souvent à ces lobbies qui n'existent pas. Robert Spiller, qui est aussi un de mes vieux amis, et puis un certain Eugène Crampon, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sera là. Donc un grand rendez-vous. Alors précisément, qu'est-ce qu'on retrouve à Terre et Peuple, hormis ces... dire, Eugène. Ah, excuse-moi, je vous ai coupé, Gérard. Enfin, coupé, c'est... Non. Qu'est-ce qu'on retrouve en dehors des réunions, des parlottes, des meetings à Terre et Peuple ? On essaye de mettre en application une très belle formule qui correspond au titre, je crois, d'une revue sympathique qui s'appelle Réfléchir et Agir. Réfléchir et agir, réfléchir avant d'agir si possible, parce que sinon... j'ai souvent connu ça au cours de ma longue carrière militante. Quand on se précipite dans l'action sans avoir un petit peu réfléchi avant, on risque des déconvenus, peut-être des résultats plus ennuyeux pour les intéressés.
Donc en clair, l'activisme à l'état pur, moi je ne critique pas l'activisme puisque je dis sans complexe particulier, j'ai à l'époque de ma belle jeunesse, c'est-à-dire il y a fort longtemps, été ce qu'on appelait dans ce temps-là un activiste. Donc ça m'a jamais gêné d'être désigné par ce terme-là, mais je crois quand même il vaut mieux avoir la préoccupation de savoir pourquoi on agit. Donc réfléchir, se doter d'une solide formation idéologique au service d'une conception du monde. Là, on est déjà dans les grands mots, mais enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et puis ensuite, mettre au service de cette conception du monde, de cette perception idéologique, un certain nombre d'actions. Alors, que nous essayons de diversifier, c'est-à-dire que j'essaye de faire avec Terre et Pop, mais peut-être que j'anticipe un peu sur ce qu'on dira plus tard. Oui, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais vous pouvez en un mot, j'essaye de faire à Terre et Peuple ce que j'ai essayé de faire auparavant avec le Grèce, quand j'en étais le secrétaire général, et pour des raisons diverses, dont on pourra d'ailleurs parler, parce que ça ne me gêne rien, ça n'avait pas fonctionné comme je le souhaitais. Donc, quand on me demande une définition un peu brève, un peu facile, simple, de Terre et Peuple, je dis que ça essaye d'être une communauté de travail, de combat et de foi. Et donc la table ronde, parce que alors c'est la combienième là C'est la 16e. C'est la 16e, donc oui. 16 ans effectivement. Donc la table ronde, c'est un rendez-vous militant. Oui. C'est l'occasion d'écouter un certain nombre d'intervenants, donc un espace finalement d'information, de formation. Absolument. Et je dirais en général un endroit où l'on se retrouve entre camarades. C'est aussi l'avantage de retrouver beaucoup de gens de province. Oui. Donc ce qui permet de revoir des camarades. Toute l'Europe qui viennent, non ? Alors absolument, parce qu'on a les amis portugais, les amis italiens, espagnols, allemands, ça vient de partout. Oui. Donc effectivement, oui, c'est un moment privilégié de rencontre, un moment militant et un moment convivial également. Nous aurons un stand, mon cher Eugène. Oui, bien sûr. Nous appelons tous les auditeurs de Méridien Zéro. Et vous êtes plusieurs milliers. Des centaines de milliers. Ils sont des centaines de milliers. Évidemment, Eugène. ce jour-là, le 4 décembre, il ne doit en manquer aucun. Surtout cette année, avec le coup que certains ont essayé de nous faire. Comme dirait le camarade de Donnet, on va essayer quand même de leur mettre une bonne quenelle. Alors venez nombreux, dans la joie. Et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Et tout ça pour dire que Terre et Peuple, c'est probablement le dernier grand rendez-vous de la fraternité identitaire et puis de l'amitié révolutionnaire européenne. C'est le jour, hein, donc mobilisez-vous le 4 décembre. Venez nous voir, venez nous rencontrer. Il ne doit manquer personne. À Rungis, le 4 décembre. Allez, tous au marché. Bon, eh bien... J'ai voulu aussi, pallier à, je pense, un manque qui existait depuis que les BBR ne se font plus. Parce que c'était quand même aussi les BBR l'occasion de tous se retrouver à l'époque où Le Pen avait eu l'intelligence de vouloir rassembler tout le monde. Bon, mais hélas, ça n'a duré qu'un temps. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais oui, je pense qu'on en reparlera. Voilà, bon, j'aurai l'occasion de dire un peu ce que j'en pense. Eh bien écoutez, chers auditeurs, nous allons faire une première pause musicale. Alors mon cher Eugène, vous nous proposez ? Bon, comme on a parlé tout à l'heure du 11 novembre, je propose qu'on écoute une chanson de circonstance qui s'appelle La Butte Rouge. Du Docteur Merlin ? C'est le Docteur Merlin qui l'a reprise, mais c'est pas le Docteur Merlin qui l'a écrit. Non, mais ce que nos auditeurs... Oui. Ah bon, dites donc, je suis surpris là, mon cher Eugène. Non, mais nos auditeurs vont donc entendre La Butte Rouge, chantée par le Docteur Merlin, et c'est dans l'album Enchanté ? Enchanté, oui. C'est parti. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlot ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname que le roi des patelins. Ce qu'elle en a vu du beau sang cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin,
où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, et l'épouse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a vu des larmes cette terre, larmes d'ouvriers et larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge c'est son nom, baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des rires et des chansons. Filles et gars doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes, et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix, portant le nom des copains. De retour sur les ondes de Méridien Zéro. En préambule, j'avais oublié de remercier notre ami Lord Tesla pour la technique. C'est important la technique, Eugène. Oui, j'en dis ce qu'on vient pas. Alors, de retour donc sur les ondes de Méridien Zéro avec notre invité Pierre Vial, président du mouvement Terre et Peuple. Alors Pierre Vial, nous allons aborder votre parcours militant que nous avons qualifié au préalable d'exceptionnel. Et oui, exceptionnel. Alors, par sa longévité, par sa constance, exactement. Vous avez démarré votre parcours militant dans quelle organisation, dans quel mouvement, dans quel parti politique ? Dans un mouvement qui s'appelait Jeunes Nations, auquel j'ai adhéré en 1958, en avril 1958. Donc des choses étaient dans l'air. Et j'avais 15 ans. 15 ans ? Alors ouais. Pourquoi on adhère à un mouvement politique à 15 ans ? Parce que, je pense qu'il y a une certaine hérédité quand même. Ah, papa était dedans ? Ah, papa était dedans, mais jusqu'au cou. Un certain 6 février 1934, il était place de la Concorde. Ah. Donc voilà, et puis il a milité dans un certain nombre de mouvements de l'époque, les francistes en particulier, voilà. De Marcel Bucard. Marcel Bucard. Alors, Jeunes Nations. Jeunes Nations, parce que quand on a 15 ans et qu'on suit un peu l'actualité, enfin plus qu'un peu, parce que j'étais plongé jusqu'au cou dans ce qui se passait, les événements, comme on disait à l'époque, les événements d'Algérie, il m'est arrivé parfois de dire que j'ai un peu appris à lire. C'est pas totalement faux dans Rivarol, parce que mon père rapportait chaque semaine Rivarol à la maison. Donc, alors que j'étais encore très très gamin, je comprenais pas très bien tout ce que je lisais, mais enfin, que je voulais voir ce que mon père lisait. Alors je lisais Rivarol. Bon. Et puis un jour, mon père est arrivé avec un journal en me disant tiens, peut-être que ça devrait t'intéresser. Ça, alors ça s'appelait Jeunes Nations. Et tout de suite, effectivement, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai toujours un souvenir en tête, parce qu'à 15 ans,
pour se mobiliser, il faut des choses un peu immédiates, je dirais presque élémentaires. Je me souviens avoir vu dans ce numéro du journal Jeunes Nation un placard qui était « La France ne sera sauvée que par le béret de parachutiste et la croix celtique ». Et ce jour-là, je me suis dit, voilà ce qu'il me faut. Moi. C'est pour moi, ça c'est mon truc. Alors, qui dirige à l'époque Jeunes Nation ? Ou par qui c'est fondé d'ailleurs ? Ça a été fondé par Pierre Sidos, qui est toujours un militant actif, avec, on peut dire, la famille Sidos, parce qu'il avait plusieurs frères qui étaient eux aussi des militants tout à fait exemplaires, puis une équipe autour de lui, dont on peut dire son lieutenant, qui s'appelait Dominique Vénère. Et je dois dire que dès le premier contact, je me suis senti très proche de Dominique Vénère. D'abord, il y a une chose qui m'a tout à fait étonné. Moi, un gamin de 15 ans, naïf, envoie une lettre enflammée au journal qu'il a découvert, dans le style oui, je veux contribuer à sauver la France, enfin bon. On m'explique, je mettais dans cette lettre, on m'explique qu'il faut d'abord que je passe mon bac, mais le bac c'est pas important, la France c'est important, enfin, ce qu'on écrit à 15 ans, quoi. Un petit peu cucu éventuellement, mais très sincère. Voilà, plein de sincérité et d'amour. Plein de sincérité. Et j'envoie cette lettre comme ça, comme on jette une bouteille à la mer. Voilà, une bouteille à la mer, exactement. Et j'ai eu la grande surprise de recevoir par retour du courrier une lettre qui commençait, je me souviens très bien, Ami, je serai à Lyon, telle date, à tel endroit, à telle heure, donc je vous donne rendez-vous. Bon, signé Dominique Vénère. Puis vous n'avez pas envoyé une invitation via Facebook ? C'est dingue. C'était encore peu pratiqué. Mais bon, alors je me suis présenté à ce rendez-vous en demandant ce que j'allais trouver. Et j'ai vu un homme avec un superbe blouson de cuir, parce qu'à l'époque, l'uniforme de Jeunes Nation, c'était le blouson de cuir noir, qui me met tout de suite sous le nez, on était dans un bistrot à Lyon, un album de photos montrant les manifestations de Jeunes Nation, montrer un petit peu ce qu'ils faisaient. Alors moi, je voyais ces gars qui étaient en train de faire des manifs dans la rue, en brandissant des drapeaux à croix celtique, qui se maillotchaient un peu avec des gens divers et variés. Si, ça c'est un truc bien, ça bouge. Bon. Donc, évidemment, j'ai signé dans la foulée le bulletin d'adhésion. Je me suis retrouvé adhérent de Jeunes Nation, peu de temps avant la dissolution du mouvement d'ailleurs, parce que là-dessus il y a eu le 13 mai, De Gaulle arrive au pouvoir et une des premières décisions c'est d'interdire un certain nombre de mouvements activistes pro-Algérie française, dont Jeunes Nation, qui apparaissait, je crois à juste titre, comme le mouvement le plus vigoureux, le plus offensif. Et il faut dire, pour rappeler à nos plus jeunes auditeurs qui s'en souviendraient pas, que Jeunes Nation a été un des seuls militants nationalistes, un des seuls mouvements nationalistes à l'époque à mettre en garde les gens de chez nous sur le retour de Gaulle au pouvoir. Absolument. Beaucoup de nos pères ont cru bien faire en renversant la 4e République et en mettant De Gaulle presque par défaut, mais enfin ils y ont contribué aussi. Ils s'en sont mordus les doigts quelques années plus tard. Or, Jeunes Nation avait été les seuls à prévenir en disant attention, attention, on fait une fausse route avec lui. Tout à fait. Une grande lucidité politique qui pouvait se payer assez cher par un isolement assez complet, il faut bien dire, parce que dans ce que l'on appelle le camp des nationaux, déjà à l'époque, on fait figure de mouton noir, en refusant dès le départ de faire confiance à De Gaulle. Bon. C'est ce qui d'ailleurs nous a donné l'habitude assez vite, entre nous, entre militants de Jeunes Nation, on avait un vocabulaire, c'est-à-dire que quand on parlait de nous, on disait les nationalistes. Quand on parlait de la droite réac qui avait accepté et même encouragé le retour de De Gaulle, on disait les nationaux. Et pour nous, le terme de nationaux n'était pas très, très favorable. Ça voulait dire les couilles molles.
ça c'est fait. Alors quel est, parce qu'avec un petit peu plus de recul peut-être, quel était le programme politique de Jeunes Nations et qu'est-ce que ça représentait pour donner une idée à nos auditeurs en termes d'effectifs ou de présence terrain, etc. La grande caractéristique de Jeunes Nations, c'était d'être composé uniquement de militants. C'est-à-dire que le mouvement ne cherchait pas à recruter des gens qui auraient été là simplement pour payer une adhésion, avoir une carte, faire de la figuration. Donc il y avait une certaine exigence dans le recrutement. Dans la formation aussi, moi, ce qui m'a frappé tout de suite et qui m'a beaucoup plu, c'est que tout jeune militant, on nous donnait une formation sérieuse, y compris, et ça a été utile peu de temps après, sur un éventuel passage dans la clandestinité, puisque peu de temps après mon adhésion à Jeunes Nations, le mouvement a été interdit. Donc il a continué évidemment, mais dans une clandestinité qui en 58 n'était pas encore très très difficile, qu'il est devenu ensuite assez rapidement quand même, puisque un certain nombre de gens se sont retrouvés en tôle, dont Dominique Vénère, dont Pierre Sidos, dont d'autres. Dont Pierre Vial, je crois. Et Pierre Vial aussi, oui, bien sûr. Mais ça, c'était dans le cadre de l'OAS. Qu'est-ce que j'allais vous oui, dire le programme, hormis l'Algérie française, voilà, est-ce qu'il y avait une autre grande il y a d'autres grandes thématiques? Alors, ce que peut-être nos jeunes camarades ont un peu de peine à comprendre aujourd'hui, c'est que à l'époque, tout paraissait simple. On était pour l'Algérie française, on s'engageait pour l'Algérie française, il fallait conserver l'Algérie et à la limite, les autres aspects politiques paraissaient tout à fait secondaires. C'est une espèce de combat de survie assez élémentaire, qui avait l'avantage de regrouper des gens qui, par ailleurs, pouvaient avoir des origines politiques et même des convictions politiques assez diverses. Par exemple, se sont retrouvés au sein de Jeunes Nations des gens qui étaient chrétiens, d'autres qui ne l'étaient pas. À l'époque, ça paraissait pas un problème. Ça l'est devenu ensuite, après la période Jeunes Nations, mais peut-être qu'on va en dire un mot, il y a eu la période Europe Action, où là, disons que les problèmes d'idéologie sont devenus très importants. Alors, de nombreux cadres de Jeunes Nations ont été à l'origine de la fondation de l'OAS. Je pense à Jean-Jacques Susini, des gens comme ça. Oui. Donc vous, tout à l'heure, vous n'avez pas fait mystère de votre appartenance à cette organisation. Est-ce que c'est indiscret de nous dire pour quelles raisons la République vous a encristé quelque temps ? C'est tout simple. D'abord, Jeunes Nations avait donné comme consigne à ses militants de s'engager dans l'OAS, mais les militants de Jeunes Nations constituaient, ça paraît un peu prétentieux à dire, mais je crois quand même que c'est vrai, un courant sérieux, en particulier en tout cas en matière d'organisation, de méthode de travail. On essayait de faire les choses sérieusement. On pensait que l'action clandestine, c'est pas de la plaisanterie, c'est pas du cinéma, et ça, c'est ce qu'on nous avait appris en tant que jeunes militants très vite. Bon, malheureusement, on s'est retrouvés dans le cadre de l'OAS, côte à côte avec des gens qui, eux, n'étaient pas sérieux. Et comme on faisait partie de réseaux où il n'y avait pas que des gens de Jeunes Nations, parce que, sur le terrain, il fallait bien faire l'union sacrée, il y a des pieds nickelés qui ont agi comme si ils tournaient un film. Moi, je me suis fait piquer pour une raison extrêmement précise. C'est que un beau matin, mon brave homme de père, puisque j'habitais chez mes parents, j'étais gamin quand même, j'étais encore lycéen, mon brave homme de père, c'est 6h et quelques du matin, me dit, il y a des messieurs qui te demandent. Ça l'avait pas surpris plus que ça, parce que lui, il avait connu ça aussi, alors mais voilà. Et ces messieurs me demandaient parce que un zigoto qui était censé être le chef du réseau dans lequel je me trouvais, moi, mon boulot, parce qu'on m'avait confié quand même un travail en rapport avec mon âge, c'était de ramasser l'argent. J'étais ramasseur de fonds. Bon. Alors j'allais chez les braves bourgeois lyonnais, tirer les sonnettes, ding ding, c'est l'OAS, bonjour. C'est un peu comme Halloween, quoi. Bonjour. Du pognon ou ah oui, mais quelquefois, oui. Alors je trouvais ça très marrant parce que j'étais quand même très gamin et
j'avais devant moi des notables très respectables, qui quelquefois se faisaient un petit peu tirer l'oreille pour lâcher le fric. Alors je faisais le méchant, quoi. C'est très rigolo pour un gamin de mon âge de faire le méchant vis-à-vis de tous ces gros bourgeois. Mais les gros bourgeois, ils avaient la trouille, donc ils finissaient par lâcher le fric. Bon, donc je rapportais ce que je devais rapporter. Bref, le chef du réseau, alors là, lui, c'est vraiment un connard. Hein, ça aussi, c'est dit. Oui, c'est dit parce que il n'avait rien trouvé de mieux pour être discret et ne pas se faire repérer, de s'habiller en curé. À l'époque, déjà, des curés en soutane, il n'y en avait pas énormément. Ça commençait déjà à se faire un peu rare. Bon. Et puis, cet abruti, il avait trouvé un truc génial pour les contacts, puisqu'il fallait qu'il y ait des contacts avec ces différents militants. Il donnait ses rendez-vous dans une église de la ville de Lyon, dans un quartier bourgeois, dans le confessionnal. Mais le problème, c'est que le vrai curé de la paroisse a fini par se dire, qu'est-ce que c'est? J'ai un confrère là que je connais pas et qui a l'air de recevoir beaucoup de pénitents. Les gens se confessent énormément en ce moment. Bon, il a alerté les flics, évidemment. Le type s'est fait piquer. Il s'est fait piquer avec sur lui la liste complète des membres du réseau, alors avec les pseudos. Mais en face de chaque pseudo, il y avait le vrai nom du gars. Furax égale Dupont. Bon, alors les flics ont pris la liste et puis ils sont allés chez tous les gars et puis ils ont fait le ramassage général et moi j'étais au milieu. Vous avez pris combien? À l'époque, on était sous le régime de l'article 16. C'est les gardes à vue prolongés, là. Oui, alors ils avaient tous les droits, c'est-à-dire qu'ils foutaient en tôle les gens, mais comme il y avait beaucoup de gens qui étaient foutus en tôle, hein, il y avait plus de place dans les prisons. Alors moi, je me suis retrouvé avec d'autres dans un camp de CRS, mais bouclé, on nous fermait à clé dans des espèces de réfectoires, pas de dortoirs, parce que les repas, on les prenait avec les CRS, qui n'étaient pas des mauvais bougres. Il y en a même un chaque matin, parce qu'il avait un logement en ville. Quand il arrivait au fort, il passait le porche, et nous, on était enfermés juste à côté. Il disait « pap, 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 pap. Alors bon, ça nous donnait un peu de morale pour la journée, quoi. C'est le titi-tata bien connu. Et Algérie française, hein, pour ceux. Oui, Algérie française. Oui, c'est vrai que tout ça fait un peu de dinosaure quand on en parle, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça leur paraît un peu étrange. Alors, ce temps passé en prison, vous avez lu ? Vous aviez la possibilité de lire? Alors, je dis souvent, parce que les gens croient que je galège, mais pas du tout, c'est très sérieux, c'est très vrai, que ça a été pour moi un moment de ma vie très agréable, parce que c'est la seule fois au cours de ma vie où j'ai eu tout le temps de lire. J'avais que ça à faire toute la journée et une partie de la nuit, donc j'ai lu beaucoup, tranquille, parce qu'en tôle, on est tranquille. Bon, donc j'en ai profité pour lire beaucoup de choses et des lectures qui m'ont profité ensuite, y compris sur le plan des études d'ailleurs, mais aussi sur le plan politique, bien sûr. On parle de livres et on parle de Vénère, de Dominique Vénère. Vous avez lu Le Cœur rebelle de Dominique Vénère? Bien sûr. Vous vous y retrouvez? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Vous êtes toujours en bon terme avec Dominique Vénère? Oui, tout à fait, oui. Bon. Oui, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une très grande estime. D'accord. Eh bien, écoutez, comme ça, on passera par vous pour l'inviter à dans nos studios. Ça me paraît pas mal, Eugène, qu'en pensez-vous? La même chose que vous, dégoûtant. Écoutez, on utilise les méthodes qu'on peut, mon cher. Alors, on parle d'Europe Action? Oui, parce que quand vous sortez de prison, je suppose que Dominique est sorti aussi ou est en passe de sortir. Il était encore en prison, lui, parce qu'il a écrit un texte qui garde une actualité totale aujourd'hui, qui s'appelle « Pour une critique positive », qui est une remarquable analyse de ce qui s'est fait à cette époque, en positif et surtout en négatif, parce que c'est pour une critique positive, hein, et il va vraiment au fond des choses. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit c'est du Lénine, parce que je crois que c'était vraiment de ce niveau-là, quoi. C'est un niveau de réflexion politique à la fois
réflexion fondamentale, mais reliée en permanence à l'action et en référence à l'action, parce que c'était écrit par quelqu'un qui était au cœur de l'action. C'était pas quelqu'un qui était dans sa chambre comme ça et qui cogitait pour changer le monde. Quelqu'un qui avait mis les mains dans le cambouis jusqu'au coude. Car Dominique Wenner est un homme qui s'est toujours engagé à fond dans tout ce qu'il a fait. Et alors, qu'est-ce qu'on en retire pour une critique positive si vous aviez quelques enseignements pour nous, pour nos auditeurs? On en retire d'abord ce qui est devenu Europe Action, la revue et puis le mouvement. C'est-à-dire que là, on s'éloigne complètement de ce qui était encore quand même un peu le style majoritaire à Jeunes Nations, c'est-à-dire un nationalisme assez classique. À Jeunes Nations, le premier livre qu'on nous faisait lire, c'était Doctrine du nationalisme de Jacques Ploncart-Dassac. Bon. Intéressant, un travail pédagogique tout à fait utile, puisque vous connaissez le bouquin, ça permet de prendre un premier contact assez facile avec les grands auteurs du nationalisme européen. Mais on reste, Ploncart-Dassac, qui était à l'époque au Portugal, restait dans une optique très nationaliste classique, je dirais, assez largement dans la tradition d'Action française, grosso modo. Donc on peut parler de rupture idéologique avec... Ah oui, oui, puisque là, ce qu'a apporté Wenner, et alors, du coup, les gens qui ont suivi Wenner étaient voués aux gémonies par les vieux nationaux réacs, qui nous appelaient avec beaucoup de finesse humoristique les vénériens, n'est-ce pas? C'est pas mal. Elle est bien bonne. On n'en avait strictement rien à foutre, mais ce que Wenner nous a apporté, c'est une nouvelle perspective, on va dire politico-idéologique, c'est-à-dire en particulier l'insistance mise sur le cadre européen. Nous définissions plus à partir de là comme nationaliste français, mais comme nationaliste européen. La nuance a de l'importance parce que ça nous permettait aussi de prendre nos distances avec l'expérience de l'Algérie française. On sortait du cadre franco-français, et puis évidemment la question religieuse, puisque très clairement Europe Action était non seulement pas chrétien, mais même anti-chrétien. Je crois qu'il y avait aussi la question du matérialisme biologique. Absolument, absolument, et l'insistance mise sur l'étude et la connaissance d'un certain nombre de sciences, de la vie, de sciences sociales, pour les intégrer dans un cursus politique et dans un fond de réflexion idéologique et politique. Ce qui s'est prolongé ensuite avec l'expérience du Grèce, en fait. Et puis je crois qu'il y avait une définition on se définissait comme socialiste européen. Oui, alors ça c'est Jean Mabir. Oui, qui était le rédacteur en chef de la revue. Oui, le socialisme européen, c'est un petit bulletin renéotypé qui avait peu de rédacteurs et peu de lecteurs, mais qui nous permettait à quelques-uns de dire le fond des choses. Toujours pour couper les ponts avec la vieille droite réactionnaire. Par exemple, dans le cadre de la FEN, puisque à l'époque d'Europe Action, il y avait une branche étudiante importante, la Fédération des étudiants nationalistes, qui au départ avait été créée, puisque ça a été créé en 1960, c'était le cache-sexe de Jeunes Nations clandestins, en fait. La FEN, c'était la façade officielle qui permettait de faire un certain nombre de choses. Et à la FEN, j'ai eu la chance de recruter un petit nouveau qui s'appelait Jean-Claude Vallat à la sortie d'un lycée de Lyon. Et on faisait des petits bulletins renéotypés à la fin. Chaque file avait sa section et donc ses bulletins. Et nous avions fait un numéro spécial qui s'intitulait, j'avais écrit ça en tandem avec Jean-Claude, « Nous, nationalistes de gauche ». Donc c'était une façon de dire... Chevènementiste avant l'heure je sais pas, mais c'est pas si faux comme remarque, parce que nous avions, à quelques-uns qui nous intéressions à cet aspect des choses, remarqué
l'existence d'un groupe qui s'appelait à l'époque Patrie et Progrès. Et Patrie et Progrès, il y avait un certain chevènement. Alors, ça nous amène à 1968, la création du GRES. Oui. Alors, pourquoi le GRES? Et qu'est le GRES finalement? Alors, le GRES, Qu'a été le GRES? le GRES, suite à une critique positive que nous avons faite, là, Dominique Wenner n'était plus impliqué parce que c'est à cette époque qu'il a choisi d'arrêter une activité politique. Et ce choix, il l'a respecté depuis jusqu'à nos jours, et de se consacrer à un travail d'écriture, d'historien, de spécialistes de la chasse, des armes. Ceux qui s'intéressent à ces questions connaissent les ouvrages de Dominique qui sont tout à fait remarquables. Le fameux dictionnaire de la chasse d'ailleurs, qui est extraordinairement bien écrit. Ah, il a sorti des volumes qui sont, pour les gens qui s'intéressent à ces questions, c'est tout à fait indispensable. Donc, à quelques-uns qui étions de la même génération, parce que Dominique Wenner avait quelques années de plus que nous, et à un certain âge, 5 ou 6 ans, ça compte. La différence se marque. Mais nous étions quelques-uns à être tous nés à peu près en 1941-42, voire 43. Et parmi ces gens-là, il y avait Jean-Claude Vallat, il y avait Alain de Benoît, il y avait votre serviteur et quelques autres. Et à une petite douzaine, on a entrepris un travail de réflexion après une série d'échecs. Parce que Europe Action s'est terminé par un échec dans la mesure où la revue a été obligée d'arrêter pour des raisons financières. Et il y avait eu une tentative, donc on avait créé le mouvement nationaliste du progrès. Qui se souvient aujourd'hui du mouvement nationaliste du progrès? Très honnêtement, quand même pas grand monde. Hein. Non, je pense pas. Et comme il y avait eu des élections législatives, on avait créé le REL, le Rassemblement Européen de la Liberté, qui a été un bide colossal. Bon, et à l'issue duquel on s'est dit on peut pas continuer comme ça, on va dans le mur, à quoi ça sert de s'agiter pour rien? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse sérieusement est-ce qu'on veut continuer à faire quelque chose? Oui, compte tenu des gens que nous sommes, on n'est pas du genre à aller chausser les pantoufles, mais faire quelque chose, oui, mais quoi? Donc, on s'est retrouvé à quelques-uns à travailler un peu sérieusement là-dessus et à conclure que il y avait une nécessité, c'est que le camp auquel nous appartenions avait toujours eu tendance quand même à négliger, on va dire, le travail intellectuel, pour simplifier. Et en laissant du coup le champ libre à la gauche, qui c'est vrai dans les années 68 avait un total monopole. Moi je me souviens à cette époque, c'est l'époque où j'ai fait mes études à la fac, la plupart, et surtout en histoire, j'étais en histoire, mais aussi dans d'autres domaines, mais en histoire c'était très marqué, le marxisme était une référence à peu près incontournable. Et quand on voulait manifester d'autres points de vue, il fallait le faire avec une certaine prudence, sinon ça vous retournait dans la figure comme un boomerang. Donc on s'est dit que là il y avait quelque chose à faire un travail d'élaboration intellectuelle, d'essayer de lutter sur le terrain du combat des idées en travaillant tout simplement, en essayant de comprendre un certain nombre de choses. On parlait tout à l'heure de la prison. En prison, j'avais eu le temps de lire Le Capital. Vous allez me dire, c'est pas très marrant. Non, c'est pas très marrant, Le Capital. Mais ça permet quand même, quand on en parle, de savoir à peu près de quoi il s'agit, quoi. C'est comme Gramsci. Avec le GRES, beaucoup de gens se sont mis à parler de Gramsci. Or, j'ai souvent constaté que bien des gens qui parlaient de Gramsci n'en avaient pas lu une ligne, ce qui est quand même un peu ennuyeux. Il vaut mieux savoir de quoi on parle, en général. Alors, après le GRES, vous parliez tout à l'heure de Vallat, de Benoît, etc. Vous participez à l'aventure du Figaro Magazine ? Alors, oui, d'autant plus que lorsque je suis devenu secrétaire général du GRES,
donc en 78, c'est dû au fait que jusqu'alors le secrétaire général était Jean-Claude Vallat, qui a été le premier secrétaire général et un secrétaire général tout à fait remarquable. C'est grâce à lui que le GRES s'est développé. Mais l'opportunité du Figaro Magazine s'est présentée en 78, c'est-à-dire très concrètement, Louis Pauwels a proposé à Jean-Claude de devenir rédacteur en chef. On n'allait pas laisser passer une opportunité comme celle-là, puisque dans le choix que nous avions fait, je n'ai peut-être pas été assez précis à cet égard, en créant le GRES, on s'était dit il faut qu'on s'investisse chacun d'entre nous dans des domaines où on peut être des diffuseurs d'idées. Et on avait considéré, à tort ou à raison, qu'il y avait deux secteurs qui permettaient cela. C'était la presse, au sens large. Et à l'époque, la presse écrite avait une plus grande importance qu'aujourd'hui. Les médias, radio-télé avaient commencé à avoir de l'importance, mais sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis l'enseignement. Donc on s'est réparti les rôles. Certains sont devenus journalistes, d'autres sont entrés dans l'enseignement. Moi, un petit peu par accident, parce qu'au départ, je voulais faire une carrière militaire. Je voulais préparer Saint-Cyr. Et puis, mon passage en prison a évidemment compromis un peu mes projets. Ça marche moins bien après. Après, nettement, oui. Vous en êtes où aujourd'hui de vos rapports avec Alain de Benoît ? Alain de Benoît, je l'ai écrit d'ailleurs dans le dernier numéro de Terre et Peuple, parce que j'aime bien dire et écrire les choses clairement, est pour moi d'abord un ami. Et ça, quelles que soient les divergences de point de vue qu'on peut avoir aujourd'hui sur certains sujets, ce qui est vrai. Nous sommes en désaccord sur un certain nombre de sujets. Par exemple, pour être tout à fait précis, il considère que dans le phénomène de l'immigration, le facteur racial n'est pas très important et que généralement, le facteur racial doit être considéré comme tout à fait secondaire par rapport à la culture. Or, moi, je défends un point de vue qui était déjà celui que nous défendions à l'époque d'Europe Action. Moi, je n'ai pas changé depuis Europe Action à cet égard. Hein. C'est que ce que nous appelions à l'époque le réalisme biologique reste pour moi quelque chose de tout à fait central. C'est-à-dire que moi, je me définis sans aucun complexe comme un racialiste. Un racialiste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui considère que la race est un facteur central de compréhension dans l'évolution des sociétés humaines. Bon. Alors, on me dit souvent, ah bon, alors donc vous êtes raciste ? Je dis, non, il faut savoir de quoi on parle. Le racialisme est très exactement le contraire du racisme. Pourquoi ? Parce que le racisme prétend établir une échelle hiérarchique entre les races, avec des races qui seraient plus ou moins supérieures, plus ou moins inférieures, alors que le racialisme ne dit pas cela. Le racialisme dit que le facteur racial est une composante centrale de l'identité des peuples et que chaque race mérite d'exister parce qu'elle apporte une dimension de diversité à l'humanité qui est une richesse. Si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement de ce qu'on appelle habituellement le racisme, il faudrait à la limite supprimer les races pour ne garder que la race qu'on considère à tort ou à raison comme supérieure, ce qui serait, je pense, une erreur fondamentale. Ce que nous avons appelé au GRES le différentialisme, l'ethno-différentialisme, et j'ai toujours défendu ce point de vue. Alain de Benoît, depuis, a pris ses distances par rapport à ce point de vue-là. C'est une des raisons de nos désaccords. Moi, je suis resté ethno-différentialiste. Lui considère que le facteur racial doit être minoré. Je sens que vous allez nous annoncer Terre et Peuple Burkina Faso, là, non ? Pourquoi pas ? Ça me rappelle quelque chose, c'est que lorsque j'ai créé Terre et Peuple, mon vieux camarade Jean Mabir m'a dit « Mais tu devrais appeler ça Terre au pluriel et Peuple au pluriel » pour insister sur la diversité. Je dois dire que j'ai beaucoup hésité,
Puis je me suis dit, je sais pas si les gens vont bien comprendre. Et puis terre et peuple au singulier, ça me paraît plus... Oui, notre terre, notre peuple. Voilà, ça me paraît plus accrocheur. Alors, contrairement à... On continue sur votre parcours militant. Contrairement à certaines personnes qui ont voulu continuer cette aventure intellectuelle au Grèce, vous avez décidé de vous salir les mains, entre guillemets, dans l'action politique. Qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous prend à ce moment-là? Tout simplement le constat de l'évolution de la situation. Je quitte le secrétariat général du Grèce en 1984, mais je reste au Grèce encore, on va dire 2 ans à peu près, 2 ans, oui, 2 ans et demi. Mais avec des discussions internes dans le cadre du Grèce qui m'opposent. Je n'étais pas seul de mon point de vue, mais enfin, bon, mais qui m'opposent, là encore, en particulier à Alain de Benoît, sur la question de l'immigration. C'est-à-dire que dans ces années-là, on se souvient de ce qui s'est passé, Dreux, etc. Bon, moi je considère que l'immigration devient un problème fondamental et qu'on doit se déterminer par rapport à ce problème et s'engager par rapport à ce problème. Or, Alain de Benoît considère que non, il ne faut surtout pas, j'allais dire, plonger dans la politique, il faut rester sur un terrain purement intellectuel et surtout ne pas se compromettre, entre guillemets, sur le terrain politique. Moi, je dis non. Je dis, mon raisonnement, c'est que si on a fait un travail intellectuel, idéologique important au Grèce, que je ne renie en rien, je considère que ça a été quelque chose de tout à fait positif à tout point de vue, mais qu'il faut mettre en application tout ça. Et concrètement... Donc là, vous plongez dans la politique, absolument. Vous arrivez au Front National. Voilà, je prends ma carte au Front National en 1987. Alors, vous ne faites pas que prendre votre carte. Oui, assez vite, je réalisais que le Front National à cette époque... En fait, ça s'est passé comme ça. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Jean-Pierre Stirbois. Bon, Jean-Pierre Stirbois, je le connaissais parce que ça remontait loin, ça remontait à l'époque de Jeunes Nations. Il faut quand même, alors là, on est à nouveau dans l'histoire un peu ancienne, dans le cadre de l'OAS et ce qui a suivi l'OAS Métro en France était quand même un terrain de tension entre grosso modo les gens de Jeunes Nations et les solidaristes. Stirbois étant solidariste. Stirbois étant solidariste avec quelques autres, avec Pierre Sergent, etc. Bon. Et à cette époque, les relations étaient, on va dire, difficiles. Bon, donc j'avais le souvenir, moi, d'un Jean-Pierre Stirbois avec qui j'avais jamais été... j'avais jamais eu d'affrontement direct, mais enfin, on n'était pas spécialement copains. Et j'ai la surprise un jour de recevoir un coup de téléphone. À l'époque, il était secrétaire général du Front. Et il me dit, écoute, voilà, je voudrais te voir, te parler d'un certain nombre de choses. On m'a dit, je dis, ah bon, qui on? Ah ben, je peux pas te dire, mais on m'a dit que sur la question de l'immigration, tu étais chaud, tu voulais faire quelque chose. Donc, ça serait bien qu'on puisse en parler ensemble. Moi, je dis, écoute, si tu veux, pourquoi pas. Donc, je me pointe à Paris, au siège du Front. Et là, on a parlé assez longuement, et où très franchement, parce que Jean-Pierre était quelqu'un d'assez direct, j'ai appris à le connaître à cette époque et à l'apprécier. Il dit, voilà, tu comprends, le Front est en train d'exploser, c'est en pleine progression, les résultats électoraux devenaient intéressants, puis ça recrutait, les adhérents arrivaient. Il me dit, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de cadre. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui arrivent? On n'a pas de quoi les encadrer, ça risque de partir de tous les côtés. Donc, est-ce que tu veux donner un coup de main? Toi, tu es bien formé. Je te remercie pour le compliment. et voilà, on a besoin de gens comme toi. Donc j'ai dit banco, écoute, tant qu'à faire s'engager en politique, autant faire des choses intéressantes, donc prendre des responsabilités. Donc très vite je me suis retrouvé candidat aux élections, chargé d'animer sur le plan militant une ville qui s'appelle Villeurbanne, qui est la 2e ville du département du Rhône. Et donc voilà, je me suis lancé dans le bain. Et tout ça jusqu'en 1998. Oui, ça c'est mon aventure au front jusqu'en 1998 avec des aspects intéressants.
que là encore, moi j'ai l'habitude de jamais rien renier. Alors je ne renie pas non plus ça, mais des aspects intéressants puisque je suis devenu bon, j'ai grimpé assez vite dans la hiérarchie du front. C'était pas très compliqué parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. C'est un peu méchant de dire ça, mais enfin c'est quand même assez vrai. Maintenant c'est dit. C'est une réalité. Donc, pour rappeler à ceux qui s'en souviennent pas, vous avez été élu au conseil régional Rhône-Alpes. Oui. Et puis vous avez participé, vous avez été membre du bureau politique. Donc vous avez côtoyé Jean-Marie Le Pen et son staff rapidement, fréquemment. J'ai été élu en 1989 conseiller municipal de Villeurbanne. Je mentionne souvent ça parce que ça a été une expérience politique que j'ai beaucoup appréciée parce que être dans un conseil municipal, là on est au contact direct des choses, de la vie politique quotidienne. Quand on est là, on se fait arrêter dans la rue par un brave monsieur qui vient vous expliquer qu'il a eu tel problème et qu'il faut faire quelque chose et que vous allez forcément régler son problème, le pauvre. Bon, il se fait des illusions, mais c'est passionnant. Enfin, quand on fait ça sérieusement, parce que j'ai assez vite constaté quand même qu'au front, il y avait des gens qui étaient élus, qui se faisaient élire ou qu'on avait bombardé comme élus, parce que souvent on prenait un peu ce qu'on trouvait. Ils faisaient pas le boulot. Par exemple, il y avait un absentéisme dans des gens qui étaient élus dans des conseils municipaux, puis ensuite des conseils régionaux. J'ai vu ça de près. C'était très déplaisant parce que moi je considère que quand on accepte des responsabilités, il faut les assumer. Donc c'est vrai que c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais on a signé. Bon, et c'est vrai que mon expérience d'élu, comme on dit, a duré assez longtemps comme conseiller municipal, puis ensuite conseiller régional pendant 2 mandatures, donc c'est-à-dire pendant 12 ans. Et puis ma présence au bureau politique, là, j'étais au cœur du système. Au cœur du système. C'était passionnant, parce que là, je voyais comment les choses se passaient. Et... Ça vous a amené en 98 à suivre Bruno Maigret. Oui. Et l'aventure du MNR, mouvement national, j'allais dire révolutionnaire. Oh, pop, c'était quelqu'un d'autre avant, ça. Oui, ça, c'était Malia, ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec le MNR? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Est-ce que c'était une scission préparée de longue date? Est-ce que c'était... Vous vouliez être maire de Lyon avec le MNR? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, on voulait, je dis on, parce qu'on était quand même quelques-uns à être dans cet état d'esprit, avec Jean-Yves Le Gallou et quelques autres, Timmermans, enfin bon... on voulait faire du Front National un mouvement se donnant les moyens d'aller à la conquête du pouvoir, organisé pour conquérir le pouvoir. Parce que moi j'ai toujours considéré que si on est dans l'action politique, c'est pour prendre le pouvoir, sinon à quoi ça sert? Si c'est pour faire de la figuration, ça n'a rien d'intéressant. On se plonge dans l'action politique pour prendre le pouvoir. Or, j'ai constaté, surtout à partir du moment où j'étais au bureau politique, parce que là je voyais les choses de près, que Jean-Marie Le Pen n'avait aucune envie de prendre le pouvoir. J'ai même assisté un jour à quelque chose qui vraiment m'a... Je crois pouvoir dire m'a bouleversé, parce que ça a remis en cause beaucoup de choses. Je me suis dit, mais tu es le roi des cons, tu as pas compris qu'on te mène en bateau. Ce jour-là, il s'est passé la chose suivante, à l'issue d'un meeting, un grand meeting, comme Le Pen savait en réussir à sa grande époque. Vraiment, ça avait été quelque chose d'assez grandiose. On avait bossé comme des fous pendant des semaines et des semaines, à tracter, à coller. On n'avait pas beaucoup dormi, on était crevés, mais on était contents, parce que le meeting avait été une très belle réussite. Il y avait du monde, hein. Il y avait... je voudrais pas exagérer, mais il y avait facilement 20 000 personnes. Facilement. Donc, très beau meeting, à l'issue duquel Bruno Gollnisch me dit, moi, ça y est, on a gagné. On a fait le boulot, je vais aller dormir. Et puis, Bruno Gollnisch vient me dire, le président a faim. Je dis, ah bon,
Oui, bon, le président a faim, qu'il mange. Ah oui, mais il veut pas manger tout seul. Je dis, oui, bon, d'accord. Allez avec lui. Ouais. Ah oui, alors je vais avec lui, me dit Gollnisch, mais je veux pas être tout seul. Viens avec moi. Je dis, attends, j'en ai marre, Bruno, moi j'ai sommeil, je vais aller dormir, merde, j'ai pas envie de... Puis je savais un petit peu que quand on commençait à prendre un repas avec Le Pen, ça pouvait durer longtemps, hein, parce que alors, quand il s'y met, bon... bon, alors effectivement, repas, machin, et puis Gollnisch, qui a toujours été un courtisan, dit à Le Pen, président, c'est formidable, c'était formidable ce soir. Oh là là, il y avait une atmosphère, hein. On sentait que on est à la veille de la prise du pouvoir. Et j'entends mon Le Pen qui cassait la croûte entre deux bouchées, qui dit, oh, Dieu nous en préserve. Alors là, je me suis dit, merde, j'ai mal entendu, là. Non, j'avais pas mal entendu. Je suis reparti chez moi, j'ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis dit, là... Vous pensez vraiment, véritablement, que Jean-Marie Le Pen ne souhaitait pas la prise du pouvoir? Alors, je vous dis ça parce qu'avec Eugène, nous sommes allés le voir il y a peu, et c'est une discussion que nous avons eue avec lui, et effectivement, lui nous certifie que il était bien dans cette logique. J'ai fait 18, donc je pouvais pas prendre le pouvoir. Mais pour lui, enfin, il nous l'a dit, Eugène, il est bien dans il était dans cette logique de prise du pouvoir. Peut-être. C'est pas l'impression que vous en avez eu, vous, Pierre. C'est pas l'impression que j'en ai eu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est pas possible. On a entraîné des tas de gens, des militants qui ont... Oui, c'est le drame de cette aventure, effectivement. C'est une aventure militante où beaucoup y ont laissé des plumes, beaucoup ont été dégoûtés. Nous avons laissé beaucoup de camarades sur le chemin. C'est-à-dire que un certain nombre ont dit plus jamais ça, si je puis me permettre la fameuse... Non, je me permets pas, d'accord. Toujours est-il que nous sommes dans la politique, là, nous avançons un petit peu. 2012, vous faites quoi? Vous votez Marine Le Pen? Ah non. Non, je ne vote pas Marine Le Pen. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire, alors? Dieudonné, je sais pas s'il se représente. Hein. Je me suis engagé avec mon vieil ami Karl Lang, parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et il y a une tentative actuellement d'essayer de regrouper un certain nombre de gens pour montrer qu'il y a encore un pôle qui existe d'une droite, on va dire, une droite nationale populaire, appelons ça comme ça. Alors moi, Pierre Vial, je suis toujours étonné de vous voir partir dans des aventures comme ça. Par exemple, le 9 mai dernier, vous êtes un combattant anti-système de toujours. Je vais essayer de vous piquer un peu quand même. Oui, bien sûr. Vous êtes un combattant anti-système de toujours. Et quel est l'intérêt pour vous, par exemple, d'aller défiler avec Terre et Peuple le 9 mai dans la rue, dans un espace confiné, encerclé par la police? Est-ce que c'est pas un peu participer de manière un peu caricaturale aux côtés de groupuscules que la presse adore, ils défilent le 9 mai, bon, ils sont en grande tenue pour défiler, donc c'est sympa, on a tous fait ça, quoi. Mais Pierre Vial, vous avez plus 18 ans. J'ai plus 18 ans, mais je considère que le militantisme doit passer à certains moments par un engagement, je vais dire, physique. Le terme est un peu curieux, peut-être. Mais je me vois mal expliquer à des gars de 18 ou 20 ans qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut s'activer, qu'il faut prendre quelques risques, sans le faire moi-même. Moi, j'ai toujours considéré que quand on est suivi à tort ou à raison par un certain nombre de gens, on doit sortir le premier de la tranchée. Sinon, on ne mérite pas d'avoir la confiance des gens qui sont derrière vous. Donc, c'est un peu une démonstration de principe. Je veux dire que de dire, oui, bon, j'ai 68 ans, mais je suis encore capable de faire une manif dans la rue, tout simplement pour montrer qu'on est là, qu'on existe, et que la facilité serait de dire tout ça, ça sert à rien, parce que j'en ai beaucoup entendu au fil des ans, des gens me dire tout ça, ça sert à rien, c'est pas la peine, t'es le roi des cons, tu te fatigues inutilement, reste donc chez toi, tu seras beaucoup mieux, plus tranquille.
meilleur, il fait moins froid. Dans tes bouquins, voilà. Bon. Pierre Vial, une dernière question avant de faire une pause musicale. Vous êtes d'extrême droite? Vous revendiquez ce qualificatif? Il est tellement chargé de façon négative que, un peu par défi, je me dis, si vous voulez que je sois d'extrême droite, je suis d'extrême droite, ça me dérange pas. Ceci étant, c'est pas dans ce mot-là que je me reconnais le mieux. Il m'est arrivé parfois, y compris de l'écrire dans le dernier numéro de la revue Terre et Pop d'ailleurs, que le terme, mais c'est un terme peut-être un peu abscon pour des Français, de me définir comme quelqu'un qui est folkish. Alors c'est vrai que pour des Français, folkish, c'est un peu vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors évidemment, en plus ça fait teuton. Hein, alors là, oh là là, les casques à pointe. Ils sont de retour. Voilà. Mais en fait, c'est plus simple que ça. Folkish, ça vient de folk en allemand, c'est-à-dire le peuple. Donc, populiste. C'est un mot difficile à traduire en français. Populiste serait sans doute le moins éloigné du sens du mot folkish, mais c'est la traduction exacte. On est obligé de faire une périphrase. C'est ce qui est lié à la communauté populaire. C'est la notion en fait de communauté populaire qui est derrière le terme folkish, ce que les Allemands appellent la Volksgemeinschaft. D'accord. Eh bien écoutez, merci pour ces explications. Pierre Vial, deuxième pause musicale, mon cher Eugène? Oui, Pierre pourrait en parler mieux que moi, c'est le vieux chant des canuts. Vous pourriez nous dire ce que sont les canuts, Pierre? Ah, les canuts, effectivement, ce sont des gens que j'aime bien. C'était, parce qu'il n'y en a quasiment plus, des ouvriers en textile de Lyon, des ouvriers en soie exactement, qui tissaient pour les riches négociants lyonnais qui s'en mettaient plein les poches, qui tissaient dans des conditions... on va me dire que je fais du Zola, mais ça correspondait à des réalités, qui tissaient dans des conditions de travail extrêmement pénibles, pendant 12 heures par jour, et pour un salaire... parfois de misère, parce que les négociants n'aimaient pas bien payer correctement les travailleurs. C'est étrange de la part de ces gens-là, je suis surpris. Oui, c'est surprenant. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que j'aime bien les canuts, parce que ce sont des gens qui, à un moment donné, ont dit, nous, on n'accepte plus ça, on n'accepte plus de se laisser exploiter. Donc en 1831 et 1834, il y a eu des émeutes extrêmement importantes à Lyon, les révoltes des canuts. Ça a fait trembler quand même le pouvoir de l'époque, le pouvoir bourgeois du roi Louis-Philippe. Et les gros bourgeois lyonnais s'en souviennent encore des émeutes des canuts. Donc les canuts, je les aime bien. Merci. Les canuts. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous grande l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Quand votre règne finira.
nous tisserons le linceul du vieux monde. Et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. De retour sur Méridien Zéro avec Pierre Vial, le président de Terre et Peuple. Alors, Pierre Vial, Terre et Peuple, quelle année est lancée cette aventure ? C'est en 1995 que Terre et Peuple a été créé. Au départ, il faut bien le dire, pour regrouper à l'intérieur du Front National des gens correspondant à une certaine tendance qu'on va qualifier, pour simplifier, de païenne et de national-populaire. Alors vous êtes le pendant de Romain Marie et... Oui, le gag d'ailleurs, c'est que pendant un certain temps, j'ai été chargé dans le cadre du Front de la formation des cadres du Front National en tandem avec Romain Marie. Alors, voilà, comme ça il y avait les deux tendances. Oui, mais ça c'est une des subtilités du père Le Pen, qui est un vieux filou et qui avait bien compris que c'était intéressant de susciter une espèce de rivalité. Divisé pour mieux régner. Voilà, exactement, entre le catho de choc et le païen aussi un peu de choc. Et donc, mais ça s'est en fait très bien passé. Ça s'est très bien passé parce que Bernard Anthony n'est pas un bourreau de travail et moi je fais le boulot et donc ça m'allait très bien puisque en fait derrière la fiction du tandem je mettais ce que j'avais envie de mettre dans la formation des cadres. Qu'est-ce que vous vouliez faire de différent du Grèce ? Ah ben là, c'était de la formation politique. Hein. C'est-à-dire que mon objectif, très clairement, c'était de donner au Front National des cadres formés. Alors, pendant plus de 2 ans, j'ai beaucoup circulé sur les routes de France, puisque en moyenne 2 fois par mois, aidé par d'autres personnes d'ailleurs, je prenais en charge, région par région, des gens que je gardais sous la main pendant 2 jours en séminaire fermé. On travaillait très sérieusement et je leur apportais une formation à la fois, on va dire, doctrinale et pratique. Par exemple, comment s'exprimer en public, l'argumentaire qu'il faut utiliser ou celui au contraire qu'il ne faut pas utiliser, les mots qu'il faut mettre en avant et ceux qu'il faut éviter, etc., etc. Et à l'issue de ça, je faisais chaque fois un rapport à Le Pen pour dire, bah voilà, il y a tel et tel type qui me paraît intéressant à pousser, à lui confier des responsabilités parce que ça peut faire un bon candidat, ça peut faire un bon secrétaire, un bon trésorier, etc. Bon. Donc TP, une école de formation Là, non, TP n'était pas concerné. Là, ce que je viens d'évoquer, c'était mon travail comme responsable de la formation. D'accord, mais vous faites la même à TP. Alors, TP, c'est différent, puisque je voulais apporter, dans le cadre de TP, ce que j'avais préconisé au Front, mais en vain, c'est-à-dire l'action culturelle. L'idée que l'action politique doit être complétée par une action culturelle. Les deux doivent fonctionner ensemble. Bon, c'est-à-dire que j'ai essayé, au cours de mon parcours, à une certaine époque, avec le Grèce, c'était l'action culturelle. Avec le Front, c'était l'action politique. Et Terre et Peuple, c'est un joyeux mélange des deux, ou des deux influences en tous les cas. J'ai voulu essayer de réaliser avec Terre et Peuple, oui, ce que je n'ai pas pu vraiment réaliser, ni au Grèce avant, ni au Front après. Alors, Jeanne, il y a peu une triste nouvelle, enfin, chers auditeurs, peut-être le savez-vous, mais en tous les cas, une disparition. Encore quelqu'un qui nous était cher, puisque Yann Fouéré nous a quittés il y a peu. Je me souviens d'Inter et Peuple, d'ailleurs, où il y avait Yann Fouéré, Pierre Vial, Jean Mabir. Je me semble qu'il y en avait un quatrième Xavier en photo. Guillemot. Voilà, absolument. Yann Fouéré, c'est l'Europe au sans drapeau.
Oui. Est-ce que l'Europe au sans drapeau, c'est l'objectif politique? Est-ce que c'est effectivement l'Europe de terre et peuple? Tout à fait. Mais alors un mot là-dessus pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas ni Yann Fouéré ni l'Europe au sans drapeau puissent comprendre de quoi nous parlons. Oui, Yann Fouéré, c'est un combattant breton émérite, puisqu'il a toute sa vie, il a milité pour l'identité bretonne. Ça lui a d'ailleurs créé pas mal de... Ça lui a valu quelques ennuis, effectivement. Ah oui, il a même été obligé de partir en exil. En Irlande. En Irlande, au Pays de Galles. Yann Fouéré, je l'ai découvert grâce à Jean Mabir. Et d'ailleurs, l'Europe au sans drapeau, l'Europe des peuples, pour moi, c'est Jean Mabir. Jean Mabir a été, dans mon parcours, quelqu'un qui a joué un rôle absolument déterminant. Il y a eu 2 personnes que je peux appeler mes pères spirituels. Je crois que le terme n'est pas trop déplacé. C'est Jean Mabir et c'est Saint-Loup. D'accord. Alors, il faut dire que Jean Mabir a été un président d'honneur. Tout à fait. Et puis, le second, c'est le professeur Audry, une sommité mondiale sur les questions indo-européennes. Oui. Entre parenthèses, pourquoi faut-il s'intéresser aux questions sur les indo-européens? Parce que ce sont tout simplement nos racines, nos origines, et que l'Europe, telle que nous l'entendons, ne peut se comprendre que par référence aux sources indo-européennes et la fraternité entre Européens à laquelle nous sommes très attachés, elle repose sur une communauté d'origine de ces Européens, en particulier mis en évidence sur le plan linguistique, mais pas seulement, mais aussi à travers la mythologie comparée, comme l'a fait Dumézil, entre autres. Vous parliez tout à l'heure à l'instant d'ailleurs, de Saint-Loup. Donc vous avez bien connu, vous avez rencontré Saint-Loup. Oui. Saint-Loup, c'est, pour moi en tous les cas, c'est sa fameuse, trilogie sur les patries charnelles. Merci mon cher Eugène. Avec plus de pardon pour les Bretons. Voilà, oui. Nouveau Qatar pour Montségur. Absolument. Et la République du Mont-Blanc. Et puis Pierre nous dirait peut-être La peau de l'Auroch. La peau de l'Auroch. Alors La peau de l'Auroch, pour moi, c'est un très grand livre. Je l'ai lu en prison d'ailleurs. Et c'est un livre qui, en prison, vous savez, il y a des jours, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où on a un peu moins le moral, on va dire ça comme ça. Cela étant, je ne sais pas s'il reste en France beaucoup de prisons où il y a La peau de l'Auroch de Saint-Loup dans la bibliothèque, si vous voulez. Non, mais là, c'est pour ça que je l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû le faire. Mon temps de prison à l'époque de l'Algérie française, c'était pas le bagne de Cayenne. Hein. On était enfermés, oui, c'est vrai, mais ceci dit, c'était relativement agréable dans la mesure où on pouvait recevoir tous les bouquins qu'on voulait. Et mon brave homme de père m'apportait tous les 2 jours une cargaison de bouquins. Il repartait avec ceux que je venais de lire, il arrivait avec ceux que j'allais lire. Et dans le lot, il y a eu La peau de l'Auroch. Alors, un mot sur les patries charnelles, ou ce qu'on entend par patrie charnelle, ce que vous entendez? Oui, l'expression est de Saint-Loup, bien entendu, nous la revendiquons totalement à Terre et Peuple parce qu'elle nous semble correspondre pour nous à un certain idéal, c'est-à-dire le lien entre une terre et son peuple. Patrie charnelle, donc la dimension de la patrie pour nous, elle repose à la fois sur le sol et sur le sang. Diantre. Oui. Ça fait très peur ce que vous dites. J'assume. Alors, vous avez même été le concepteur d'un mot qui s'appelle l'ethnopolitique. Est-ce que c'est le pendant maurassien? Maurras disait qu'il faut tout juger en fonction des intérêts de la nation. Vous diriez qu'il faut tout juger en fonction des intérêts de la race? Oui, tout à fait. C'est un parfait résumé de ma réflexion. Et je pense que j'ai forgé, ça a l'air prétentieux de dire ça. Vous avez transmis. J'ai voulu mettre en circulation ce terme qui n'existait pas. C'est vrai, on parlait toujours de géopolitique. Bon, géopolitique, c'est très bien, c'est le lien entre la terre et la politique. Mais ethnopolitique, c'est le lien entre la nature d'une population, son origine, son identité, et puis les facteurs politiques. Autrement dit, un peuple ne réagit pas par
par rapport à un certain nombre d'événements politiques sans raison. Il y a un rapport direct avec ce qu'il est, son identité. Pour prendre un exemple tout simple, si les Berbères n'ont jamais pu s'entendre vraiment avec les Arabes, c'est parce que à la base, il y a un problème ethnique. D'accord. Nous parlions donc de politique. Moi, je parlerai d'économie, puisque depuis peu, je crois qu'on peut dire depuis peu, Terre et Peuple a un économiste, je ne sais pas, mais en tous les cas, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'économie en la personne de Roberto Fiorini. Il y a peu, nous étions à une conférence de Terre et Peuple dans l'Est de la France où nous avons écouté Roberto, et franchement, je crois que nous avons été charmés. Bluffé même. Bluffé, je dirais, effectivement, Eugène. Et alors Roberto, évidemment, c'est un vieux copain, c'est un vieux poulain de pierre, enfin un jeune poulain de pierre, lui aussi. Il écrit des papiers remarquables dans la revue de Terre et Peuple, parce que Terre et Peuple, c'est pas seulement le nom d'un mouvement, c'est une revue remarquable, auquel il faut s'abonner. Nous mettrons d'ailleurs les coordonnées sur notre site, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce qui est dommage. Et Roberto fait des papiers en matière économique qui sont remarquables. Et si vous avez l'opportunité d'assister à une réunion de Terre et Peuple dans votre région, et que, il faut y aller de toute façon, mais si en plus l'orateur est Roberto, allez le voir, parce qu'il monte sur la tribune avec un PowerPoint et il vous fait une causerie actuellement sur les origines de la crise, sur pourquoi nos salaires deviennent de plus en plus précaires et pourquoi les actionnaires s'en mettent de plus en plus dans les poches. Tout ça éclairé par des tableaux, des graphiques qui sont limpides de la manière dont il les explique. Il fait ça de manière remarquable. Moi, je dois dire qu'il nous a bluffé. On va le faire venir à l'antenne. Oui, absolument. Et on a assisté vraiment à un meeting nationaliste révolutionnaire comme on l'attendait depuis très longtemps. Donc, oui, ça correspond à quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que la ligne de Terre et Peuple doit être nationaliste révolutionnaire, ça c'est clair, national révolutionnaire, national populaire, enfin comme on voudra, et pourquoi pas, moi j'ai pas peur d'utiliser certains mots, socialiste identitaire. Pour moi le socialisme fait partie de l'héritage que je revendique, en particulier toute la tradition du socialisme français du 19e avec des noms qu'on évoquait tout à l'heure, Proudhon, Sorel, Blanqui et beaucoup d'autres. C'est quelque chose qui s'est toujours maintenu d'une façon ou d'une autre dans la tradition politique française. Alors évidemment, avec l'arrivée du marxisme, ça a bouleversé pas mal de choses, mais cette liaison entre le national et le social a toujours été au cœur quand même d'une tradition politique bien française. D'ailleurs, certains auteurs, comme l'historien israélien Zev Sternel, l'ont mis en évidence dans leurs bouquins, qui sont très bien documentés, qui sont très éclairants et qui sont très vrais. Lorsque Sternel dit toute la liaison entre le national et le social, c'est né en France, oui, il a raison. Non, je sens bien, là, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, en 2012, vous voterez pour François Hollande. Non, sûrement pas. Par le DSK, ça va pas être possible. Quoique, on a l'abri de rien dans cette belle République. Non, mais vu la façon dont les choses vont se produire, au deuxième tour, en tout cas, je m'abstiendrai. D'accord. Dans le contexte de crise actuelle, les 2012 n'est pas bien parti. Est-ce que vous pensez pas que notre mouvance aurait un très grand intérêt à mettre le paquet sur le social, Bien sûr. Ça, j'ai prêché ça pendant des années au Front National, mettre le paquet sur le social et l'économique. Donc, vous avez été entendu. Marine Le Pen, aujourd'hui, axe une grande partie de son programme et elle se professionnalise, je dirais là-dessus, sur le côté économique et social. Hein. Non, mais il lui arrive de dire des choses intelligentes. Ça serait stupide de dire le contraire. Et moi, je suis très content quand je vois progresser les idées que je défends. Même si c'est Marine Le Pen qui les reprend, pourquoi pas. Bon, ensuite, il y a le problème de sa personnalité qui est autre chose. Mais je dirais que n'importe qui reprend à son compte des idées que je considère comme valables, moi ça me plaît bien.
Eh bien, merci Pierre Vial. Eugène, un petit rappel sur la table ronde de Terre et Peuple, parce que nous sommes à la fin de notre émission, mon cher Eugène. Oui, donc le 4 décembre à Rungis. À Rungis, c'est dans le Val-de-Marne, à côté des Halles. À l'espace. C'est dans le Val-de-Marne, Rungis ? Oui, à l'espace Jean Monnet, rue du Sagittaire, porte rouge, à partir de 10h. Donc vous aurez la 16e table ronde de Terre et Peuple, dont le thème est lobby et groupe de pression en France. Vu ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'annulation, voilà, c'est le moment de se mobiliser comme jamais autour de Pierre Vial et de Terre et Peuple. Et nous vous y attendons tous. Méridien Zéro aura un stand. Vous pourrez venir nous rencontrer, vous pourrez venir nous donner vos impressions, nous soutenir. C'est le moment de faire l'unité autour de Pierre et de Terre et Peuple, d'adhérer à Terre et Peuple, de vous abonner à la revue de Terre et Peuple. Le dernier numéro est le numéro 49 et qui a pour thème l'histoire, une arme métapolitique. Et je dois dire que je l'ai déjà écrit dans Réfléchir et Agir, donc je vais le redire. Si on veut marcher, généralement, on marche sur deux jambes, et je demande aux abonnés de Réfléchir et Agir de s'abonner aussi à celle de Terre et Peuple. C'est le même conseil que je donne aux gens de Terre et Peuple, c'est de s'abonner à Réfléchir et Agir. Eh bien écoutez, en tous les cas, chers auditeurs, merci à vous de votre soutien, merci de vos messages. Et puis, Pierre Vial, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Mon cher Eugène, avant de conclure, chers auditeurs, n'achetez pas de Porsche, c'est à cause d'eux. Alors, mon cher Eugène, à l'abordage et pas de quartier.